Le voyage d'hiver de Frank Fleeman. Les Weissman possédaient une villa dans les montagnes suisses, en bordure d'un lac. Ils y passaient les étés, mais, aux vacances d'hiver, Madame Weissman faisait le voyage seule avec sa fille Clara. Cette année encore, M. Weissman ne pouvait les accompagner. Du moins avait-il grandement aidé aux préparatifs du départ. Les derniers jours avaient été vécus avec l'intensité qui précède ordinairement les séparations, et on évitait même d'évoquer l'instant où on prendrait des routes différentes, car c'était chaque fois un déchirement qui, s'il avait été mieux raisonné, aurait peut-être conduit Madame Weissman à renoncer à partir de son côté avec Clara. M. Weissman, qui aurait répugné à être à l'origine d'un tel renoncement, n'osait faire lui-même la moindre allusion à la peine qu'il avait lorsqu'il voyait la voiture s'éloigner, et au terrible sentiment d'abandon qui l'accablait alors, lorsqu'il pénétrait seul dans sa maison vide. Il ne pouvait se défendre de l'impression qu'il ne reverrait jamais sa femme et sa fille. Cette impression, loin de diminuer avec le temps, se précisait au contraire un peu plus chaque année, et le remplissait presque de la conviction que cet événement finirait bien par se produire. Toutefois, ne voulant rien laisser paraître des sombres pensées qui l'agitaient, il faisait mine de se réjouir pour elle des agréables moments qu'elles passeraient ensemble, dans la solitude de la montagne enneigée, et regrettait sincèrement de ne pouvoir se joindre à elle. Enfin, l'heure de prononcer les adieux arriva. M. Weissman remarqua la pâleur singulière de sa fille, et recommanda à sa femme de veiller scrupuleusement à la santé fragile de l'enfant, et de faire attention en particulier à ce qu'elle n'aille pas attraper froid. Il les embrassa toutes deux, avec l'emphase qu'il mettait toujours dans ces moments qui lui coûtaient tant, pour paraître gai, alors qu'il contenait son émotion. Et elles étaient sur le point de partir, quand Clara, dans un mouvement irréfléchi, s'échappa de la voiture et courut en direction de son père pour l'embrasser de nouveau, prétextant qu'elle avait oublié de lui dire qu'elle rédigerait à son attention dès son arrivée à la villa une lettre dans laquelle elle lui décrirait la vue qu'elle aurait cet hiver depuis la chambre où l'on contemple l'eau gelée du lac. Le chemin qui conduisait à la villa était long et difficile. On y accédait par un corridor escarpé, encombré de neige. Mais alors, la vue plongeante qu'on y avait était magnifique. Tous les sapins de la proche forêt avaient revêtu leur livrée blanche, et semblaient aux yeux de Clara s'être apprêtés tout exprès pour la recevoir. L'enfant, de son côté, les saluait le plus civilement qu'il lui était possible, tout en riant d'aise à la pensée qu'elle allait bientôt redevenir la souveraine maîtresse de ces lieux. La voiture arrêtée, les lourdes malles furent déchargées et transportées dans la demeure. Madame Weissman commença par les classer avec méthode, afin de pourvoir efficacement au rangement, tandis que Clara, qui n'y tenait plus, monta en hâte dans la chambre qui donnait sur le lac. Elle avait une connaissance parfaite des différents éléments qui composaient le tableau qu'elle se promettait d'étudier. Néanmoins, le vent et la neige s'associaient pour créer une œuvre à chaque fois originale. Et, cette année encore, poussant les volets de ses maigres forces, le spectacle qui se découvrit à elle dépassa ce qu'elle s'était imaginé, et elle poussa un cri où la surprise le disputait au ravissement. Clara demeura un long moment dans cette position, sans avoir garde de l'extrême vigueur du froid qui mordait ses joues. Mais soudain, un long frisson la parcourut, et, se souvenant des dernières recommandations de son père, elle se dépêcha de refermer la fenêtre. Elle s'empressa ensuite d'aller rejoindre sa mère, qui s'appliquait à mettre de l'ordre dans la villa en vue de rendre celle-ci habitable. Elle s'enquit de l'aide qu'elle pourrait lui apporter. Madame Weissman réfléchit aux diverses tâches qu'il restait à accomplir, puis la chargea d'ôter toutes les housses qui protégeaient les meubles de la maison. Sautillant d'un pied sur l'autre et enjambant les obstacles aussi vite que son petit souffle lui permettait, Clara se félicita de la tâche qui lui incombait et entreprit de faire voler successivement et gaiement tous les draps blancs qui dissimulaient la majeure partie du mobilier. Insouciante du désordre qu'elle provoquait derrière elle, elle attendit, tout au contraire, le moment de pouvoir se retourner sur son ouvrage. Enfin, quand elle eut atteint la limite de la dernière pièce, elle revint lentement sur ses pas. Les longs draps qui reposaient au sol et qui formaient, épars comme des monticules de neige, la remplirent d'un invincible orgueil, et elle contempla son œuvre exactement comme une déesse eût posé un regard vainqueur sur son Olympe. Bientôt,
Elle voulut partager son enthousiasme avec sa mère et l'appela. Celle-ci arriva, affolée, et ne voyant dans ce fatras de tissus emmêlés qu'une somme de travaux supplémentaires mise à sa charge, elle se récria et manifesta un mécontentement qui tempéra l'insouciance de l'enfant et lui fit sentir les bornes de sa liberté. Vexée des reproches que Madame Weissmann proférait sans tarir à son endroit, Clara tenta pour sa défense de plaider sa cause, arguant, les larmes aux yeux, qu'elle n'avait pas pensé mal faire. Enfin, quand elle eut révélé sa véritable intention, Madame Weissmann s'attendrit, consentit à admettre que le crime n'était pas si grand, et, afin de complaire la petite fille, elle lui permit d'occuper, cette année par exception, la chambre qu'elle affectionnait tant, qui donnait sur le lac, mais dont la taille la rendait difficile à chauffer en cette saison, en sorte qu'habituellement, elle y logeait seulement au mois d'été. Dans l'excès de sa joie, l'enfant se jeta au cou de sa mère pour la remercier. Cependant, celle-ci lui fit promettre que si la brûlure du poêle était insuffisante à vaincre le froid, elle le lui dirait, et ne ferait pas de résistance pour déménager dans la chambre voisine, qui lui était normalement allouée en hiver en raison de ses proportions plus modestes, quoiqu'on n'y eût pas vu sur le lac. Clara, comprenant qu'il lui en coûtait peu de promettre, promit tout ce que sa mère voulut, et monta aussitôt dans la grande chambre pour s'y établir, comme si elle lui a redouté que sa mère regrettât sa décision et jugeât plus prudent à la réflexion d'en changer. La nuit fut agitée par un vent violent qui tourmentait le bois des sapins. Clara écouta longtemps leurs complaintes familières, mais elle finit par céder à la fatigue et s'endormit d'un lourd sommeil. Au matin, elle se réveilla de bonne heure, alors que la tempête était retombée. Elle se souleva sur son lit, depuis lequel elle apercevait le bord du lac. Un nuage de brume balayait la glace sous l'action d'une brise légère qui dissimulait en partie la forêt. Elle demeura ainsi prostrée, sans avoir conscience du temps qui s'écoulait, quand soudain une forme sombre perça le flot vaporeux qui dérivait devant elle. Cette chose allait si vite que, dans sa course, elle déchirait la brume épaisse, qu'elle emportait par paquets, de sorte que Clara n'était pas sûre de ce qu'elle voyait. Elle crut d'abord à une vision qui lui fit peur, puis, examinant mieux ce que c'était, il lui sembla pouvoir reconnaître un jeune homme chaussé de patins, mais celui-ci en usait avec tant de grâce et d'aisance qu'il se dérobait à chaque instant à ses regards, dans un balai d'incessantes allées et venues. Enfin, après une dernière glissade sous sa fenêtre, une pirouette qui témoignait de son agilité extrême, le patineur fendit le voile opaque qui était tendu devant lui et sembla le refermer avec le même soin dans son sillage. Cette apparition avait été si soudaine et si inattendue que le cœur de Clara s'était mis à battre inconsidérément. Elle se demandait qui pouvait bien oser s'aventurer par un temps pareil dans cet endroit. Elle se rappela qu'un sanatorium était situé sur la rive opposée du lac. Mais il lui semblait improbable que l'un de ses pensionnaires se risquât à épuiser ses forces et sa santé dans une expédition aussi périlleuse qu'incertaine, dans le vent glacial du matin. Un moment après, elle tendit ses mains en direction du poêle, puis elle s'installa à sa table et commença de rédiger la lettre qu'elle avait promise à son père. Elle décrivit le plus exactement possible la vue qu'elle avait depuis sa chambre. Elle omit cependant de mentionner, dans ce joli tableau qui faisait office de carte postale, la visite impromptue que lui avait rendue le patineur. Elle rejoignit ensuite sa mère qui venait de préparer le petit déjeuner. Elle se montra curieuse des personnes qui s'étaient établies à la proximité de la villa. Mais Madame Weissmann n'avait pas connaissance de nouveaux arrivants et croyait pouvoir affirmer qu'elles étaient seules en bordure du lac, en sorte que Clara bientôt n'y songea plus et passa sa journée à guetter le moment où elle pourrait obtenir l'autorisation de sortir pour dérouler ses jeux dans la neige. La deuxième nuit, Clara ne prit pas la peine de fermer ses volets pour jouir dès l'aube du spectacle grandiose qui se jouait sous ses fenêtres. Quand elle se réveilla, le soleil dardait déjà ses rayons lumineux par-dessus les cimes des sapins, irradiait le flanc entier de la montagne, pénétrait dans la chambre et frappait de plein fouet le miroir de la coiffeuse, d'où il rebondissait pour éclairer toute la pièce. Par instinct, l'enfant scruta l'horizon à la recherche du sanatorium, mais la forêt, dense en cet endroit, fermait l'angle de sa vision et rendait aveugle le regard qu'elle coulait dans cette direction. Elle allait bondir hors de son lit pour rejoindre sa mère, attendit néanmoins quelques secondes encore, bien qu'elle n'aurait su dire quoi précisément. Soudain, elle aperçut une forme se dessiner au fond du Vaal.
Le point qui s'était formé devant elle grossit progressivement, et elle put bientôt distinguer les jambes, le buste et la tête d'un homme. Elle reconnut à son allure le patineur de la veille, et quand elle sut que c'était lui, elle s'approcha de la fenêtre, espérant en secret qu'il l'aperçût. Mais au moment où il allait toucher le promontoire de neige qui bordait le lac, il pivota brusquement sur lui-même, sans que Clara eût le temps d'appréhender ses traits. L'enfant s'accusa d'une faute d'attention qui la remplit de dépit, quand le patineur, qui repartait à la même vitesse qu'il était venu, marqua un temps pendant lequel il parut hésiter. Puis il s'arrêta et se tourna de son côté. Une émotion violente s'empara de l'enfant. Elle sentit une brusque fièvre lui brûler les joues. Enfin, au moment où son regard allait croiser le sien, elle recula, presque honteuse maintenant de se montrer à l'inconnu dans cette posture qui trahissait l'intérêt qu'elle lui portait. Aussitôt, un rire sembla s'échapper de la gorge du jeune homme, et avec un air d'insolence qui la fit rougir de confusion, il arma ses patins et reprit sa course folle, filant d'un trait droit devant lui, sans plus se retourner. Clara eût voulu le retenir. Elle songea un instant à ouvrir la fenêtre et à le rappeler à elle, mais il n'était déjà plus temps. Seule lui demeurait en mémoire la douceur du regard qu'il lui avait adressé. Elle éprouva du moins la satisfaction de comprendre qu'il ne s'était pas égaré. Peut-être même avait-il allongé ce matin sa course dans le seul dessein de lui rendre cette visite. Puis elle chassa bien vite de son esprit cette pensée qui ressortissait d'un irrépressible mouvement de vanité qui lui apparaissait aussi coupable qu'injustifié. Et elle resta avec ces questions. Qui était-il? D'où venait-il? Et où allait-il que, aussi loin scrutait-elle l'horizon, elle le perdait immanquablement de vue? Tous les jours suivants, Clara s'éveillait tôt et se postait anxieusement à sa fenêtre, mais le mystérieux patineur n'était point réapparu. Lorsque le temps était clair et que sa vue portait loin, elle se persuadait qu'elle s'était levée trop tard, et lorsque la tempête balayait la glace, elle se félicitait plutôt qu'il ne fût pas venu, se représentant tous les dangers auxquels il se serait exposé, quoiqu'en vérité, elle était mortifiée au fond de son cœur qu'il ne les eût pas bravés par amour pour elle. Cependant, Noël approchait. Madame Weissmann avait fait couper un sapin dans la forêt, qui occupait désormais tout un coin du salon. Il s'élevait si haut jusqu'au plafond qu'elle manquèrent de guirlandes et de boules pour achever sa décoration. Clara employa dès lors une partie de son temps à découper des morceaux de papier dont elle s'appliquait ensuite à orner les épines. À la fin, Madame Weissmann se récria d'admiration et regretta que M. Weissmann ne fût pas là pour fêter Noël avec elle. « Il ne viendra pas ?» s'enquit Clara, tristement, sur un ton résigné. M. Weissmann parvenait quelquefois à se libérer pour rejoindre sa femme et sa fille à cette occasion, mais ses affaires lui interdisaient cette année tout déplacement. Toutefois, pour se faire pardonner une absence que Clara pouvait mal s'expliquer, il avait coutume de lui offrir des cadeaux de plus grande valeur qu'à l'ordinaire. Aussi l'enfant était-elle partagée entre des sentiments contraires, mais elle savait le prix que revêtait la présence de son père, et elle éprouva une réelle déception quand elle apprit que le réveillon aurait lieu sans lui. Clara passa la nuit en proie à diverses rêveries, imaginant pour elle les cadeaux les plus somptueux. Au matin, elle se dépêcha de descendre, sans même jeter un regard par la fenêtre. Elle retrouva sa mère qui l'attendait pour le petit déjeuner, mais celle-ci, devinant son impatience, ne voulait pas la faire attendre plus longtemps, et elle l'accompagna dans le salon. Plusieurs paquets étaient exposés au pied du sapin. Clara commença par les ouvrir par ordre de grandeur. Délivrant tour à tour leur contenu, elle en sortit des bijoux, des livres, une poupée avec ses habits, et elle réprimait chaque fois un petit grognement de joie et de contentement, car chacun des présents qu'elle découvrait honorait un souhait. C'était comme si son père avait su lire en elle et deviner ses désirs les plus secrets. Puis, ayant réservé le paquet le plus volumineux pour la fin, elle en retira une superbe paire de patins. Sa mère, sans se laisser émouvoir par la lumière qui brillait dans les yeux de l'enfant, crut nécessaire de préciser. « C'est ton père qui a pensé à t'offrir ces patins. Il y songe à la vérité depuis plusieurs années, mais il te jugeait trop jeune pour aller patiner sur le lac. Pour ma part, je considère que c'est un exercice toujours périlleux, quel que soit ton âge. Aussi je te recommanderais de ne pas abuser de tes forces, et de ne pas commettre d'imprudence. Car si tu te blesses, isolé comme nous le sommes, que ferais-je de toi ?» Clara assura à sa mère qu'elle ferait très attention. Sans plus attendre,
Elle voulut chausser ses patins pour vérifier qu'ils étaient bien à sa pointure. De son côté, Madame Weissmann retourna dans la cuisine. Soudain, celle-ci poussa un cri. Alertée, Clara ôta en hâte ses patins de ses pieds et accourut aussi vite qu'elle put. Comme elle arrivait, elle eut tout juste le temps de distinguer une forme sombre qui s'éloignait à vive allure. « Il était là !» expliqua Madame Weissmann, désignant du doigt l'endroit où le jeune homme se tenait un instant plus tôt, la voix chevrotante, encore sous le coup de l'émotion. Il regardait par la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose, mais il est parti quand il m'a vu. Clara, quant à elle, conservait son calme. Elle avait reconnu dans cette forme fugitive son visiteur des autres jours. Elle brûlait plutôt d'interroger sa mère pour savoir si elle avait distingué les traits de son visage, mais ne voulant pas montrer qu'elle le connaissait, elle garda un silence complice et s'empressa auprès d'elle pour la soutenir et prévenir ses inquiétudes. Flattée à la pensée que c'était pour elle qu'il était venu, Clara s'étonnait pourtant que le patineur se promenât même le jour de Noël, et elle se demanda s'il n'avait point de famille. Enfin, l'incident sembla oublié, et Clara pria sa mère de la laisser sortir pour essayer ses patins. Madame Weissmann aussitôt s'exclama. « Certainement, je ne te le permettrai pas. Pas avec cet individu qui rôde dehors. Qui sait ce que ce maraudeur fait ici et ce qu'il veut ?» Clara eût voulu dire à sa mère qu'elle ne devait pas avoir peur de cet inoffensif jeune homme, qu'il n'avait peut-être pas eu d'autre intention que de l'inviter à le suivre, et qu'au surplus, il saurait mieux que personne l'initier à l'art de patiner. Au lieu de cela, elle n'allégua pour la convaincre que des raisons de circonstance, lui faisant remarquer que le temps était particulièrement propice au jeu d'extérieur. Madame Weissmann en convint, mais campa sur sa position. « Oh, maman, supplia Clara, je ne vais tout de même pas rester enfermée toute la journée, sans pouvoir profiter du cadeau de papa. » Madame Weissmann fut sensible à ce dernier argument. Enfin, admettant que le danger n'était peut-être pas aussi grand qu'elle se l'était d'abord imaginé, elle se laissa infléchir. Mais elle défendit à Clara de s'éloigner, afin de pouvoir la surveiller. D'un bond, Clara fut dehors. Elle s'accroupit dans la neige amoncelée au bord du lac et assujettit ses patins à ses pieds. Elle se releva, les jambes mal assurées, et s'élança sur la piste. Profitant de son équilibre, elle fit quelques mètres, mais bientôt, sans le moyen de continuer, elle s'effondra sur la surface gelée. Secouée par ses rires, et se tournant vers sa mère qui l'observait depuis les fenêtres de la cuisine, elle produisit maints efforts pour se relever et poursuivre son périple. Puis, plus ferme sur ses chevilles, elle commença de griffer la glace selon les règles de l'art et réalisa quelques progrès qu'un mauvais mouvement venait trop souvent interrompre. Sans se décourager, elle surmontait les douleurs qui accompagnaient chacune de ses chutes, se redressait à force de ténacité et s'élançait de nouveau. Peu à peu, elle gagnait en aisance. Ses patins obéissaient mieux maintenant aux ordres de sa volonté. Se remémorant comment son visiteur se déplaçait, elle tenta ensuite d'imiter ses figures, et si une glissade l'entraînait trop à l'écart de la villa, elle venait sitôt se replacer sous le regard vigilant de sa mère. Cependant, lassée sans doute des circonvolutions de sa fille, celle-ci baissa les yeux et oublia enfin de les relever. De son côté, Clara se sentait plus sûre sur ses jambes. Jouissant d'une liberté nouvelle, elle s'aventura plus loin, quand, au détour d'une haie, elle aperçut une biche qui, trompée sans doute par la dureté du sol, avait entrepris de franchir le lac. Maladroite sur cette surface, la bête tomba lourdement sur la glace. Incapable de se relever et de se maintenir sur ses pattes, elle resta un moment prostrée, comme pour reprendre son souffle. Clara en profita pour s'approcher de la biche, dans l'intention de lui porter secours. Elle lui parla d'une voix douce, afin d'apaiser la terreur de l'animal. Mais, à son approche, la bête redoubla d'efforts pour s'enfuir. Les naseaux fumants et le corps secoué de tremblements, elle s'écorchait au contact des cristaux de glace, au point que quelques gouttes de sang perlèrent sur son pelage. Clara porta alors son poids dans le dos de l'animal, et, poussant avec ses patins, elle le fit glisser lentement jusqu'au bord qu'il voulait atteindre. Enfin, la biche, prenant pied dans la neige, se cabra, et d'un bond, fut hors de portée de Clara. L'enfant regarda la bête, splendide, dans sa robe couleur baie, trotter fièrement au travers des sapins. Mais bientôt, elle détacha ses yeux de l'animal, car elle se reprochait d'avoir déjà trop tardé loin de la villa. Comme elle cherchait le moyen de repartir,
Elle aperçut alors la forme d'un homme se dessiner à l'horizon. Son cœur tressaillit, et, sans en avoir même délibéré, et étouffant ses scrupules dans le flot d'espérance qui déjà l'emportait, elle s'élança au-devant de celui qui venait vers elle. Elle allait aussi vite que ses forces le lui permettaient. Les jambes désormais mieux assurées, elle éprouva une soudaine ivresse à accélérer son allure. La distance qui les séparait diminuait rapidement, et elle comptait qu'ils allaient bientôt se rencontrer. Des flocons de neige commencèrent de tomber. Elle sentit leur frais contact sur sa joue glacée. Un bonheur immense l'envahit. Le patineur s'arrêta soudain, puis, semblant se raviser, il vira de direction. Désemparée, elle voulut l'appeler. Ne l'avait-il pas vu? Préférait-il se mettre à l'abri? Sa voix fut happée par la tempête qui se levait. Pour autant, entraînée par son élan, elle ne concevait pas de renoncer. Elle lutta pour soutenir le rythme effréné qu'elle avait imprimé à sa course. Cependant, quoi qu'elle entreprît, elle perdait régulièrement du terrain sur celui qu'elle s'efforçait de suivre. La neige tombait avec toujours plus d'abondance. Le point qu'elle distinguait encore un instant plus tôt devant elle disparut peu après derrière un grand rideau cotonneux. Elle raidit sa volonté dans un effort désespéré, mais, mal entraînée, elle ne tarda pas à atteindre les limites de ses jeunes forces. Ses muscles lui faisaient mal, et elle fut contrainte de ralentir son allure. Elle essaya de crier pour obtenir de l'aide, mais ses larmes la suffoquaient. De toutes parts, le vent violent et glacial la giflait. Un frisson terrible la parcourut. Enfin, quand elle se vit entourée d'une haute colonne blanche où ne perçait plus aucune lumière, elle se sut perdue. Vaincue, elle s'abandonna à l'épais tapis de neige qui déjà emprisonnait ses pieds et adressa une dernière pensée à son père. Pour tromper l'attente de sa faim, elle tenta, dans un ultime mouvement de révolte contre le destin qui l'accablait, d'imaginer les traits du jeune homme dont elle n'avait pu voir le visage. Au matin du jour suivant, on délivra le corps de l'enfant qui avait été entièrement enseveli sous la neige pendant la nuit. Ses joues étaient rosées, mais son front était de la couleur de la glace. On tenta vainement de la ranimer. Ses bras retombèrent et l'entraînèrent au fond de sa couche, de laquelle elle ne semblait pas vouloir se relever.